Je suis Frédéric Gosselin, professeur en génie mécanique à Polytechnique Montréal. Dans cette série de capsules, on va obtenir nous-mêmes notre formulation élément fini pour un élément de poutre-colonne. Et donc, si je devais choisir une série de capsules comme étant mes préférées, je pense que ça serait celle-ci. Vous allez voir, c'est vraiment des capsules où on va venir intégrer toute la matière qu'on a vue dans le cours depuis le début, et puis on va tout mettre ça ensemble pour en faire un modèle élément fini. Puis en plus, la physique qu'on va simuler avec ça est intéressante. Et donc, petite mise en garde pour commencer, vous en êtes peut-être rendu compte. Le cours, c'en est un où on intègre verticalement la matière. Donc, il y a des cours où on fait ça horizontalement, ça veut dire qu'on a plein de morceaux de matière un à côté de l'autre. Si on n'a pas trop compris un morceau, c'est pas grave, on peut comprendre les autres. Mais dans le présent cours, dans le cours d'éléments finis en mécanique du solide, on intègre verticalement la matière, ce qui veut dire que on construit par-dessus ce qu'on a déjà. Et donc, c'est important de bien tout comprendre pour pouvoir continuer de progresser. Et donc, parenthèse terminée, passons à notre élément poutre-colonne. Donc, notre objectif, ça va être d'en arriver nous-mêmes à partir de considérations physiques à la matrice de rigidité puis toute la formulation élément fini qu'on va pouvoir ensuite assembler dans un modèle à différents éléments pour en obtenir une solution physique. Donc, ça va vraiment être un exercice de synthèse où on va tout mettre ensemble, la matière qu'on a vue depuis le début du cours. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On va commencer par obtenir les équations d'équilibre de notre phénomène. On va venir par la suite choisir nos fonctions d'essai, exprimer notre résidu, notre critère de Galerkin, et puis intégrer ça par partie pour solutionner notre modèle de résidu pondéré. Et puis à partir de ça, on va obtenir notre formulation élément fini. Et puis pour terminer, on pourra utiliser cette formulation-là pour venir résoudre des problèmes. Donc, quel est le problème physique qu'on va considérer? C'est le suivant, c'est l'élément de poutre-colonne sur fondation élastique. Donc, on a une poutre-colonne. Donc, c'est une colonne parce qu'elle reprend un effort axial P ici. Et puis c'est une poutre parce qu'elle reprend de l'effort tranchant distribué Q de X ici. Et puis elle va fléchir, elle a une résistance en flexion, donc c'est pour ça que c'est une poutre. Et puis en plus, cette poutre-colonne-là, elle va reposer sur une fondation élastique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si on avait toute une série de ressorts linéaires rattachés en tout point de notre poutre. Et donc, qu'est-ce qu'on peut venir modéliser avec ça? C'est qu'à la base, tout ce qui a une rigidité un peu complexe, on peut en faire déjà une première approximation avec une fondation élastique linéaire. Et de façon un peu plus concrète, on peut utiliser cette formulation-là pour simuler, par exemple, un couvert de glace sur l'eau. Par exemple, la glace, si on se promène en skidoo dessus l'hiver, elle va fléchir, donc elle va avoir une résistance en flexion. Mais en plus, comme elle repose sur l'eau et puis qu'elle flotte, la poussée d'Archimède va agir comme une fondation élastique. C'est-à-dire que si la glace descend, la poussée d'Archimède va avoir tendance à la ramener à sa hauteur d'équilibre initiale. Et puis si on la déplaçait vers le haut, encore une fois, l'eau viendrait remplir le vide et donc aurait tendance à la tirer vers le bas. Donc, la poussée d'Archimède va vraiment agir comme une fondation élastique linéaire en dessous de notre poutre-colonne. Donc, obtenons ensemble la formulation élément fini de ce système-là. Et donc, comment est-ce qu'on va faire ça? La première étape qu'on a dit, c'était justement d'en obtenir l'équation différentielle. Donc, reprenons notre modèle ici. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire comme vous avez appris depuis vos tout premiers cours à Polytechnique. On va faire un diagramme de corps libre. Dans ce cas-ci, on va le faire sur un tout petit morceau, donc un petit morceau dx de notre poutre-colonne. Et donc, ça va ressembler à ceci. On a notre diagramme
diagramme de corps libre ici, avec tous les efforts qui agissent dessus. Donc, on a bien repris à partir d'ici. Donc, on a Q ici, qui est notre chargement distribué. On a K, qui est notre fondation élastique. On a M, qui est notre moment fléchissant. On a V, qui est notre effort tranchant. On a P, qui est notre force de compression. On a V, petit v, qui est la flèche ici. On a Y, qui est la forme initiale de la poutre. Voilà. Donc, la forme initiale de la poutre, qu'est-ce que c'est? C'est que la poutre, elle n'est pas initialement droite avant qu'on applique le chargement. Donc, elle a une position d'équilibre qui est déjà déformée. Donc, on a notre diagramme de corps libre. On est venu exprimer tous les efforts qui s'exercent dessus. Donc, on voit, on a notre moment fléchissant qui est M ici, puis à une petite longueur delta X un peu plus loin, ben M va avoir changé. Ça va être rendu M plus delta M. De façon similaire pour l'effort tranchant, on a V ici, puis rendu ici, ça va être V plus delta V. Ici, on a notre charge de compression. Elle, on va faire l'hypothèse qu'elle est uniforme sur toute la longueur de la poutre, donc P qui est partout pareil. Voilà, donc on a notre diagramme de corps libre. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, qu'est-ce qu'on fait dans tous les cours de mécanique depuis le début de votre bac? Ben, on fait l'équilibre. Donc, on va faire l'équilibre de ce système-là. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est regarder en X, par exemple. Puis tout ce qu'on va voir, ben, c'est assez trivial, c'est qu'on n'a que la charge de compression P, qui est la même de part et d'autre. Donc, pour l'équilibre en X, ça se fait de façon triviale. Et donc, par la suite, ben, on peut faire l'équilibre en Y. Donc, on va faire la somme des forces en Y. Il va falloir que ce soit égal à 0. Et donc, qu'est-ce qu'on a en Y? On a défini notre Y vers le haut. Donc, on va avoir Q dx. Q dx. Ensuite, on a V vers le bas ici, donc moins V. On a plus VdV, plus V, plus dV. Après ça, on a K fois V plus Y dx qui est vers le bas. Donc, moins K fois V plus Y dx. Et puis, ça me semble tout, hein? Donc, c'est tout ce qu'on a ici. Donc, il y a des choses qu'on va pouvoir simplifier. Par exemple, on a V qui apparaît moins V plus V ici. Et donc, on peut simplifier ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le dV, on va le garder ici, puis on va prendre tout le reste, on va l'envoyer de l'autre côté. Donc, on va se retrouver avec dV qui est égal à moins Q dx plus kv plus y dx. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les dx ici, puis on va les envoyer de l'autre côté. On va se retrouver avec dv dx. Ça va être égal à moins q plus k fois v plus y. Donc, notre effort tranchant, comment il varie en x? Ben, c'est selon q, qui est notre charge distribuée, plus la charge venant de notre fondation élastique. Et donc, première équation importante, on va la mettre entre parenthèses. On va la mettre dans une boîte.
Donc, première équation, on a fait la somme des forces en Y. Donc, similairement, on va faire la somme des moments. Et puis ça aussi, il faut que ce soit égal à 0. Donc, on va faire ça en utilisant notre règle de la main droite. Donc, ce qu'on va vouloir venir dire, c'est que lorsqu'on a quelque chose qui tourne dans le sens anti-horaire, ça va être positif. Donc, on va avoir M plus dm qui est positif. Donc, on va avoir M plus dm qui est positif, moins M. Et puis après ça, on va avoir V plus dV fois dx sur 2, plus V plus dV fois dx sur 2. On va avoir plus V fois dx sur 2. Et puis, on va avoir notre charge de compression P qui va aussi créer un moment. Donc, on va avoir P fois D V plus Y. Voilà. Donc, notre effort distribué QDX, ben lui, sa ligne d'action, elle passe par le centroïde, donc elle ne va pas générer de moment. Même chose pour notre charge distribuée, notre fondation élastique, elle aussi, elle passe par le centroïde, donc elle ne va pas générer de moment. Donc, encore une fois, il y a des choses qui se simplifient. On a plus M moins M. Puis, après ça, ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'on va avoir un dV fois dx. Donc, dx, c'est arbitrairement petit. Hein? Dx, c'est la longueur de notre diagramme de corps libre ici. Ça, on peut le prendre arbitrairement petit, donc c'est infinitésimal. Et donc, de même sorte, ben, si dx est infinitésimal, ben, notre moment fléchissant m sur une longueur dx, il va changer à m plus dm. Et donc, dm aussi va être infinitésimal. Et donc, déjà qu'on considère des toutes petites quantités, dm, dx, dv, dy, ben, lorsqu'on va avoir des petites quantités au carré, donc dv fois dx, ça va être quelque chose d'extrêmement petit. Donc, on va dire que c'est des termes d'ordre élevé. Donc, ça, on va les négliger. Donc, ordre élevé. Ordre élevé. Et donc, en venant réexprimer ça, on va garder notre dm de ce côté-là de l'équation. Puis, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va tout diviser par dx. Donc, on va avoir dm sur dx. Et donc, on va avoir moins v fois une demi, moins v fois une demi. Donc, on va avoir moins v. Et puis, ici, on va avoir moins p fois dv plus dy sur dx. Voilà. Donc ça va être notre équation 2 qui, elle aussi, on va venir mettre en boîte. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? C'est qu'elle dit que le moment fléchissant, comment il varie? Il varie selon l'effort tranchant et puis selon la charge de compression avec la pente effective de notre poutre. Donc, on a deux équations. Et puis, nous, on l'a dit, on cherche à obtenir une équation différentielle pour la mécanique de notre poutre. Donc, idéalement, on voudrait tout combiner ça. Et puis, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on a l'effort tranchant V qui apparaît dans les deux équations, mais ici, c'est dV/dx, puis ici, c'est V. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est venir dériver cette équation-là
Et de cette façon-là, bon, on va remplacer V par un dV dx et on va pouvoir venir le substituer par cette expression-là. Donc, on va dériver cette équation-là. Ce qu'on va obtenir, c'est d2m dx2 qui va être égal à moins dv dx moins p d2v dx2 plus d2y dx2. Et puis, dv dx, on va le remplacer par ça ici. Donc, on va avoir plus q moins k fois v plus y moins p fois d2v dx2 plus d2y dx2. Donc, notre moment, la deuxième dérivée du moment, c'est donné par ça ici. Donc, on se rapproche de notre but. On est venu se débarrasser du dv dx. On a maintenant l'équation du moment fléchissant qui est liée à ça ici. Donc, y, c'est la flèche initiale de notre poutre. Donc, c'est sa forme initiale avant même qu'on applique le chargement. Donc, ça, on le connaît. C'est la géométrie de notre problème. P, c'est la charge de compression. Ça, on le connaît. Petit v, ben ça, c'est la flèche de la poutre. Donc, c'est ça qu'on cherche comme réponse. K, c'est la fondation élastique, on le connaît. Q, c'est le chargement distribué qu'on applique, on le connaît. M, c'est le moment fléchissant. Ça, on ne le connaît pas avant de résoudre le problème. Donc, on a une équation différentielle avec deux inconnus, le moment fléchissant et puis la flèche de la poutre. Donc, on a trop d'inconnus à notre goût. Donc, il va falloir qu'on vienne introduire une nouvelle équation. Et puis, ça va être quoi cette équation-là, en fait? C'est que ça va nous prendre un modèle. Un modèle pour venir représenter notre moment fléchissant. Dans votre cours de RDM, vous avez vu un tel modèle. Donc, on a appelé ça un modèle de poutre. Vous avez peut-être entendu parler du modèle de poutre d'Euler-Bernoulli. Et donc, qu'est-ce que ça dit, en fait? La poutre d'Euler-Bernoulli, ça dit en fait que le moment fléchissant, il va être donné par la rigidité en flexion, donc le module de Young fois le second moment de section, fois la courbure. Et puis la courbure, c'est quoi? Ben, c'est la deuxième dérivée de la flèche. Hein. La première dérivée, c'est la pente, θ, puis la deuxième dérivée, c'est la courbure. Donc, d2, v, dx2. Donc, E, c'est le module de Young, puis I, c'est le second moment de section. Donc, c'est des propriétés de notre poutre, quelque chose qu'on connaît. Donc, on va pouvoir venir remplacer le moment fléchissant dans notre poutre par cette quantité-là à l'aide du modèle de poutre d'Euler-Bernoulli. Puis, ça va faire en sorte qu'on va se débarrasser de cet inconnu-là qui est notre moment fléchissant. Et donc, en venant substituer ça là-dedans, en fait, on va avoir, pour une poutre de section constante, donc de propriété constante, on va se retrouver avec EI D4V dx2. Et puis là, après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener tous les termes en petit v de ce côté-ci de l'équation. EI D4V dx2, ou de façon équivalente, en fait, si je ne fais pas tout de suite l'hypothèse que ma poutre est de section constante, je peux garder cette expression-là. Je vais avoir D2 dx2, et puis là, je vais avoir EI D2V dx2. Et puis là, je vais ramener tout ce qui a un petit v de l'autre côté de l'équation. Donc là, je vais avoir plus P D2V dx2. Et puis, je vais avoir plus K fois V. Et puis, tout ce qui n'a pas de V, je le garde à droite de l'équation. Donc, je vais avoir Q. Et puis, moins KY.
et puis moins P D2 Y dx2. Et donc ça, c'est mon équation différentielle d'une poutre en flexion, poutre colonne, donc sous compression, sur fondation élastique, soumise à un chargement distribué, et puis avec une forme Y qui n'est pas initialement droite. Et donc, on a atteint notre but, on a obtenu notre équation différentielle.